Bien, donc merci pour cette invitation. En effet, alors, je suis affecté au laboratoire des écoulements géophysiques et industriels à l'université de Grenoble, et il est vrai que la cavitation hydrodynamique y était jusqu'à présent étudiée comme une science de l'ingénieur pour tout ce qui était les turbomachines, les effets d'érosion de cavitation dans les grosses machines. Et on verra un peu l'approche que j'ai voulu apporter, une approche plus microsystème pour essayer de faire des études un peu plus amont sur les phénomènes de cavitation. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de passer en revue des phénomènes de luminescence, de chimioluminescence qui sont connus en cavitation acoustique, mais peut-être un peu moins en cavitation hydrodynamique, pour essayer de voir quels sont les points communs, quels sont les rapports que l'on peut tirer entre ces deux approches, ainsi que des effets thermiques, parce que la cavitation est un phénomène thermodynamique et pas simplement un phénomène mécanique d'implosion de bulles. Donc tout ça, on va le regarder, si vous le voulez, à travers une approche microfluidique. Alors, le plan de la présentation, alors quelques rappels sur la cavitation hydrodynamique, parce que je pense que vous êtes tous, la plupart des participants, vous êtes plus familiers de la cavitation acoustique. Et qu'est-ce que j'appelle la cavitation sur puce? Ensuite, une partie consacrée justement aux effets thermodynamiques associés à la cavitation, une partie sur ce que j'appellerais l'hydroluminescence, qui est l'équivalent hydrodynamique de la sonoluminescence, et des résultats plus récents sur la chimioluminescence, pour terminer par quelques perspectives. Quelles sont, à mon avis, les questions ouvertes, les sujets qui seraient intéressants ces prochaines années dans ce domaine? Alors, la cavitation, qu'elle soit hydrodynamique ou acoustique, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est un changement de phase entre la phase liquide-vapeur, on le distingue de l'ébullition où l'évolution se fait à pression constante. Là, on diminue la pression pour passer sous la courbe de saturation. Alors, comment on fait caviter un liquide en cavitation hydrodynamique? C'est le principe de Bernoulli. Quand vous avez un fluide en mouvement, lors d'un écoulement, si on trace l'évolution de sa pression statique en fonction de la distance de l'écoulement, quand la section de passage est constante, vous avez une diminution régulière due aux pertes de charge. Et après, le principe de Bernoulli vous dit que lorsque vous avez une augmentation de la pression dynamique, donc de l'énergie cinétique du fluide, une pression, c'est de l'énergie par unité de volume. Donc, cette augmentation d'énergie cinétique par unité de volume est compensée par une baisse de la pression statique. Et on comprend que si l'accélération est suffisamment forte, la baisse de la pression va amener votre liquide sous la valeur de sa pression saturante. Alors, en aval du retrécissement qui a créé cette augmentation d'énergie cinétique et cette diminution de pression statique, si l'écoulement retrouve sa section de passage initiale, il va retrouver sa pression statique moins une perte de charge singulière due à cet obstacle et continuer son écoulement avec une perte de charge régulière. Donc, la cavitation hydrodynamique, voilà, on crée des bulles de vapeur en passant sous la pression saturante, et en aval de l'écoulement, ces bulles de vapeur vont imploser et vont se recondenser. Alors, les auteurs caractérisent ça par ce qu'ils appellent un nombre de cavitations, dont on comprend bien un peu la signification sur ce schéma. On regarde une différence entre la diminution de pression par rapport à la pression saturante, par rapport à la diminution de pression due à l'augmentation de pression dynamique, et on comprend que ce nombre de cavitations, si on prend la pression ici en amont du retrécissement, ce nombre de cavitations va fondamentalement être inférieur à l'unité. Alors, attention, dans nos systèmes, on préfère choisir comme pression de référence non pas la pression en amont de l'obstacle, mais plutôt la pression juste qui revient juste après, pour tenir compte des pertes de charge singulières. Excusez-moi, oui, excuse-moi, là je suis en webinaire, hein, tu pourras me rappeler plus tard? J'avais éteint mon téléphone portable, mais on a encore un téléphone fixe dans le labo. Je vais le décrocher. Donc oui, je reviens à cette pression que l'on choisit ici pour tenir compte un peu des effets de perte de charge singulière, parce que évidemment, il faut qu'on soit suite à une pression, qu'on ait encore un peu de marge pour continuer l'écoulement. Donc le nombre de cavitations sera en fait encore plus petit que l'unité, puisque on regarde cette différence de pression par rapport à la variation de pression dynamique. Alors, maintenant
ces rappels sur la cavitation hydrodynamique, la cavitation hydrodynamique sur puce, c'est-à-dire dans des microsystèmes fluidiques, parce que de la cavitation hydrodynamique, vous pouvez l'avoir à petite échelle, dans des injecteurs de moteurs diesel, dans des homogénéisteurs à très haute pression. Il y a des phénomènes de cavitation qui arrivent dans des retrécissements de l'échelle du micromètre, mais nous, ici, on va considérer un ensemble de microsystèmes, ce qu'on appelle en anglais des MEMS, pour que ce soit l'ensemble du dispositif qui soit vraiment à petite échelle. Alors, c'est une discipline moderne, on va dire du 21e siècle, puisque la première référence que l'on trouve, c'est au niveau du MIT, avec Epstein et ses collaborateurs qui cherchaient à développer des micropompes pour équiper des satellites, pour faire des micromoteurs, pour permettre ensuite des micro-réacteurs, pour permettre de positionner des microsatellites dans l'espace. Alors, je ne sais pas si ça aboutit, mais c'est un peu le disciple, l'élève d'Einstein, Pélez, qui ensuite a repris ce sujet à son compte en développant un peu tout ça au début des années 2000. Et actuellement, bon, on va dire qu'on est trois, à ma connaissance, à faire de la cavitation hydrodynamique sur puce. Bon, toujours l'équipe de Pélez, Kozar en Turquie, qui a travaillé aussi, qui a fait sa thèse avec Pélez et qui développe ça de façon indépendante. Et nous, ici, au Légi, depuis une dizaine d'années, où on a regardé ça en mettant aussi ce qu'on appelle des nanofluides intelligents. On verra ensuite pourquoi. Alors, la question pratique, c'est comment paramétrer ces microsystèmes dans lesquels il va y avoir de la cavitation. La règle est très simple à retenir, c'est qu'il faut que la taille qui va diverger doit être la plus petite de toutes les tailles. Donc, si je vais faire diverger ici un orifice, il faut que cette largeur soit plus petite que la hauteur ou que la largeur du dispositif. Et ça nous amène en fait à considérer trois types de géométrie que l'on fait par technique de micro-fabrication. À gauche, la géométrie dite du micro-diaphragme, où en effet la largeur du diaphragme va diverger et cette largeur doit être plus petite que la largeur totale du canal et de la hauteur. La géométrie dite du micro-venturi, du même principe, et une géométrie plus récente dite de la géométrie de micro-marche, où en fait, dans le sens de l'écoulement, ici, on a une marche qui laisse un petit gap au niveau de la hauteur pour réduire donc la section de passage du fluide. Et la petite animation que j'avais mise avant, je ne sais pas si je peux la relancer, donc une observation faite en caméra rapide avec un temps d'enregistrement total de 4 millisecondes pour vous montrer que microfluidique n'est pas forcément compatible avec régime laminaire, puisque l'intérêt de ces dispositifs, c'est qu'on peut faire caviter un peu n'importe quel liquide et peu visqueux. Là, on a un exemple de cavitation dans un microdiaphragme avec un nombre de Reynolds de 11 000, donc dans un régime vraiment un régime vraiment turbulent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la cavitation à microsystème par rapport à la cavitation macroscopique? C'est qu'on travaille avec des microsystèmes fabriqués en salle blanche, des parois très lisses, donc très peu de rugosité, très peu d'aspérité, très peu de sites dans lesquels des gaz incondensables peuvent se piéger et peuvent être amorcer le début de la cavitation. C'est-à-dire que quand on caractérise un système, en fait, concrètement, on applique une différence de pression, on mesure le débit résultant, on vérifie dans le cas d'un microdiaphragme que l'on a une perte de charge quadratique, et on calcule, on anticipe un peu le débit critique au-dessus duquel on attend le phénomène de cavitation, ou si vous voulez, le nombre de cavitations critiques en dessous duquel on attend l'apparition de la cavitation. Et vous voyez que, en fait, dans des systèmes neufs, on peut remonter très haut en pression dans un état de métastabilité qui ensuite va s'effondrer suite à une secousse, suite à une impureté pour faire transiter l'écoulement liquide en régime diphasique cavitant, avec évidemment moins de débit pour une perte de charge imposée à cause de la présence de vapeur. Et quand on rediminue la pression, on recondense, on reconverge vers un régime monophasique autour des valeurs correctement prédites. Si on fait caviter des nanofluides, c'est-à-dire des liquides rechargés de nanoparticules, contrairement peut-être à une idée reçue, les nanoparticules piègent des poches de vapeur ayant un très faible rayon de courbure, donc une très grande pression interne, et ça ne favorise pas la cavitation. C'est simplement si on augmente la concentration volumique solide des particules que l'on va créer des agrégats de grosse taille, et c'est autour de ces agrégats que les poches de cavitation sont susceptibles de prendre naissance. Alors, autre chose intéressante,
la cavitation dans un micro-venturi qui est caractérisé par un nombre sans dimension, dit le nombre de Strouhal, qui en fait compare plusieurs choses. Vous avez un écoulement avec une certaine vitesse, le jet liquide va revenir en arrière et va grignoter, attaquer la poche de vapeur jusqu'à un moment la casser et créer ce qu'on appelle en anglais du shading, donc des lâchers de vapeur à une certaine fréquence. Alors c'est intéressant parce que c'est la seule finalement situation hydrodynamique où on va pouvoir parler de fréquence et peut-être faire une comparaison avec la cavitation acoustique. Qu'est-ce que l'on a remarqué dans nos micros, dans les micro-canaux, dans les micro-venturis? Deux choses, c'est qu'en fait, on a deux fréquences caractéristiques. Une fréquence de lâcher de vapeur et une fréquence de va-et-vient. C'est-à-dire que comme on travaille avec des nombres de Reynolds relativement faibles et que le jet liquide qui revient est en régime laminaire, il y a plus d'effet de viscosité et la poche de vapeur, comme on le voit sur le film fait en bas qui passe en caméra rapide, va osciller avec une certaine fréquence. Donc il va y avoir une fréquence d'oscillation et un premier nombre de Strouhal et le jet de vapeur va arriver beaucoup plus tard, ce qui fait qu'on a une deuxième fréquence de lâcher de vapeur qui est beaucoup plus basse. Donc voilà un peu la différence qu'il y a entre cavitation d'un venturi à échelle microscopique par rapport à la cavitation à l'échelle macroscopique. Alors deux autres exemples pour vous dire que l'intérêt c'est qu'on peut faire caviter n'importe quel fluide et on a fait pour la première fois de la cavitation hydrodynamique en régime laminaire. Si on s'intéresse un peu aux chiffres, on voit que le diamètre hydraulique des microsystèmes, c'est-à-dire le diamètre qu'aurait une canalisation circulaire qui présenterait les mêmes pertes de charge pour la même vitesse débitante moyenne, est relié, il y a une relation, elle doit être inférieure à une certaine valeur critique qui dépend du nombre de Reynolds. Donc pour différents fluides, on peut calculer une dimension caractéristique en dessous de laquelle l'écoulement va être à la fois cavitant et laminaire. Et vous voyez que pour le butanol qui est très visqueux, on arrive à faire caviter en régime laminaire. Alors vous avez eu l'impression qu'il n'y avait qu'un seul film. Non, en fait, il y a les deux. Je repasse le film du butanol et celui de l'éther en parallèle. Les deux films ont été pris à la même vitesse d'acquisition. Et là, on a un écoulement dans un régime tellement laminaire qu'on a l'impression que l'image est arrêtée. Ce n'est pas une photo, c'est vraiment un film qui vous montre qu'en effet, la poche de vapeur que l'on distingue ici est totalement immobile. Donc voilà un peu pour l'effet, je dirais, purement hydrodynamique, les particularités de la cavitation hydrodynamique sur puce. Maintenant, deuxième partie, ce qu'on appelle les effets thermodynamiques, puisque la croissance d'une bulle de vapeur reste avant tout un changement de phase. Et on voit sur le diagramme de Clapeyron en diphasique P2V que même par rapport à l'ébullition, la cavitation, le plateau de changement d'état de cavitation à basse température nécessite plus de chaleur latente. Alors, c'est ce que j'essaie de représenter ici. Alors, attention au code couleur, vous avez compris que cette bulle qui est en train de grossir de masse M1, c'est de la vapeur, ce n'est pas de l'eau, il faut imaginer une bulle de vapeur dans un milieu liquide. Et la masse si on considère que c'est de l'eau, enfin, la masse de fluide qui s'est vaporisée parce qu'elle a absorbé une certaine chaleur latente de vapeur. Et où a-t-elle pris l'énergie? Elle a pris l'énergie à la phase liquide tout autour, donc on considère qu'il y a une autre masse de liquide qui a fourni cette énergie, grosso modo à pression constante, puisqu'un changement d'état s'effectue à pression constante, ce qui va se traduire par une diminution de la température du liquide qui s'est refroidi. Le liquide a cédé de l'énergie à la bulle de vapeur qui a grossi. Donc quand on fait le simple bilan calorimétrique par rapport à la température du liquide prise à l'infini, donc la température d'équilibre du liquide, on voit qu'on peut faire apparaître des termes caractéristiques à la fois du fluide, c'est la masse volumique de sa phase vapeur, de sa phase liquide, sa chaleur spécifique massique, sa chaleur latente. Et à partir de ces paramètres, on peut introduire un écart de température caractéristique du fluide considéré. Et à partir de cet écart de température caractéristique qui est présenté quelquefois comme étant le facteur de Stepanov, on arrive à exprimer le refroidissement de la phase liquide en fonction de ce nombre caractéristique du fluide et du taux de vide qui est le volume de la phase vapeur sur le volume total. Alors c'est un modèle qui a ses limites évidemment, il faut, dans le cas où le taux de vide tend vers l'unité, ça ne marche plus très bien, mais
Cette approche est intéressante parce que si vous regardez une situation un peu intermédiaire où vous avez 50% de taux de vide, alpha égale 1,5, bah vous voyez que ce nombre caractéristique du fluide vous donne l'ordre de grandeur du refroidissement attendu par ce changement d'état. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est de mettre des chiffres là derrière. Si on regarde pour de l'eau, ben, cet effet thermodynamique est très faible. On attend, si on fait une cavitation à température ambiante, à peu près 10 millidegrés. Il est par contre beaucoup plus fort pour les fluides cryogéniques, parce que les chaleurs latentes sont peut-être aussi plus élevées, mais la masse volumique de la vapeur est plus dense aussi. Et c'est un effet bénéfique pour tous ceux qui veulent lutter contre la cavitation, parce que si vous cavitez ici et que vous refroidissez votre liquide, bah, vous voyez que plus le liquide refroidit, plus il faut descendre bas pour faire caviter. Et dans les inducteurs des réacteurs qui fonctionnent avec de l'oxygène liquide, par exemple, pour lancer des satellites, pour les fusées, pour tout ça, c'est un effet qui peut être bénéfique. Et pour ceux qui ont des connaissances aussi en cryogénie, il y a des Japonais, il y a une quarantaine d'années, ils ont réussi à faire transiter l'hélium de sa phase classique, l'hélium nicate liquide, vers sa phase superfluide grâce à ce phénomène d'effet thermodynamique. Alors pour l'eau, il n'y a pas beaucoup d'informations parce que d'une part, les valeurs sont très faibles. Quelquefois, les gens, ils essayent de se mettre de faire cavité près de 100 degrés à pression ambiante pour gagner sur la masse volumique de la phase vapeur et augmenter ce coefficient, mais il n'y avait rien de bien convaincant. Et une des premières applications de la cavitation sur puce, ça a été d'essayer d'investiguer, de regarder plus en détail ces effets thermodynamiques. Alors, quelle était l'idée? L'idée, c'est que comme justement on peut travailler avec des faibles quantités de liquide, faire une thermométrie locale en utilisant des nanosondes thermofluorescentes qui seraient dispersées dans le liquide. Et le principe est le suivant, vous avez vos nanoparticules dans le liquide et la thermofluorescence, c'est qu'en envoyant un faisceau, une onde de la lumière à une certaine longueur d'onde, la lumière va être émise et cette émission de lumière va dépendre de la température. Alors, le spectre d'émission de luminescence est ici. En fait, on travaille avec des composants qui ont deux pics. Un pic qui va dépendre de la température et un pic qui ne va quasiment pas dépendre de la température. Et on fait des mesures par rapport des intensités de ces pics, ce qui permet de s'affranchir d'éventuelles fluctuations d'intensité de l'onde excitatrice. Et l'avantage, c'est que c'est aussi une façon de mesurer le taux de vide, parce que si vos nanoparticules sont hydrophiles, quand vous aurez la phase vapeur, vous n'aurez pas de lumière. On va considérer qu'elle reste uniquement dans la phase liquide. Donc, c'est aussi une façon de mesurer la température de la phase liquide et le taux de vide dans l'écoulement cavitant. Alors, le principe du montage, ça a été fait chez nos amis de l'Institut Lumière-Matière de Lyon, qui sont très forts en tout ce qui est optique et qui bénéficient d'un microscope confocal. L'idée, c'est que notre microsystème fluidique qui ne prend pas beaucoup de place, on peut l'insérer à l'intérieur d'un système de microscopie confocale. La longueur d'onde d'excitation arrive ici, elle est envoyée par un miroir dichroïque et on récupère le signal émis qui est analysé par un monochromateur. Alors évidemment, donc là, vous avez une image de l'écoulement, une image optique de l'écoulement diphasique. L'écoulement va de la droite vers la gauche. Le jet liquide est un peu dévié à droite. Vous avez des poches de vapeur qui sont un peu induites. Et l'idée, alors l'animation, c'est pas franchement la microscopie optique qui se déplace, c'est l'échantillon qui est sur une console 3D. On va déplacer l'échantillon pour faire une cartographie sur des échelles de quelques microns pour faire comme ça une cartographie thermique de l'écoulement. Alors, qu'est-ce que l'on mesure? Donc, d'abord, on va travailler à différentes hauteurs parce qu'on peut faire vraiment une cartographie dans les 3 dimensions. Attention au code couleur, nos amis lyonnais se sont inspirés des longueurs d'onde, ce qui fait que plus c'est rouge, plus c'est froid, et plus c'est bleu, plus ça va être chaud. Donc c'est un peu un raisonnement contre-intuitif. Ici, on distingue, je pense que vous voyez quand je bouge la flèche de ma souris, je pense que vous voyez aussi sur vos écrans,
On a le liquide qui sort du microdiaphragme, qui est un peu dévié d'un côté, les poches de vapeur qu'on avait repérées ici et là. Donc là, on a une température uniforme à 10 microns du bas. On est en régime cavitant. On commence à monter, on refait une cartographie à un plan un peu plus élevé. À 50 microns, il commence à se passer un peu des choses, 74 microns. 98 microns, là on observe une sorte de refroidissement, pendant que ici dans cette zone on est de plus en plus chaud. Et enfin le maximum, quand on est près de la paroi, à 114 microns du bas, donc près de la paroi haute, on voit ici quand même un écart de température de plus de 10 degrés dans le peu de phase liquide qui reste par rapport au reste de la température. Et ensuite, une fois, si on reste à cette hauteur mais qu'on diminue la pression pour faire disparaître la cavitation, ben on voit que la disparition de la cavitation va avec une disparition de ces effets thermiques. Donc c'était vraiment les premières mesures locales de phénomènes d'échauffement d'une part et de refroidissement d'autre part. Autant l'échauffement, on peut imaginer qu'il y a des phénomènes de dissipation, de viscosité qui font que le liquide dans cette zone un peu de recirculation va s'échauffer. Par contre, le refroidissement est, à notre avis, vraiment la preuve qu'on a une sorte de machine thermique avec une zone froide ici où on va prendre de l'énergie calorifique et en aval de l'écoulement, une zone chaude où il va y avoir dégagement d'énergie calorifique. Donc voilà, c'était les premières vraiment mesures physiques intéressantes faites avec ces microsystèmes cavitants. Oui, je suis dans les temps. Donc, la troisième partie maintenant sur les phénomènes d'hydroluminescence. Donc, je pense que vous savez tous que quand une bulle de cavitation implose, ça peut émettre de la lumière, les phénomènes de sonoluminescence à bulle unique, à multibulles. Et il est acquis, je pense, que cette lumière est la conséquence de la présence de gaz rares qui sont dissous dans le liquide. Ces gaz rares diffusent dans la bulle et suite à l'implosion de la bulle de cavitation, il va y avoir ionisation de ces gaz rares et recombinaison et émission de la lumière. Donc ça, c'est vraiment le domaine de la sonoluminescence à bulle unique ou multibulles. Ça donne aussi c'est à l'origine aussi de la sonochimie. En ce qui concerne la cavitation hydrodynamique, j'en avais parlé déjà un peu il y a un an ou deux lorsque j'avais fait une présentation aux journées JSUP à Orange. Si on fait le bilan de toutes les publications qui traitent des phénomènes de luminescence en cavitation hydrodynamique, on en a très vite fait le tour, je pense en avoir oublié aucune. Donc une certaine activité qui s'est dégagée dans les années 60 en travaillant sur des écoulements dans des venturies. Un peu l'école suisse à Lausanne a retravaillé aussi un peu là-dessus au début des années 2000. Leighton et Farad sont de l'EPFL en Suisse. Et je trouvais récemment une publication un peu isolée de la part d'une équipe anglaise où ils ont repris un peu tout ça, mais peut-être avec une instrumentation qui laissait à désirer. Alors, on s'est dit qu'avec nos microsystèmes, de même qu'on peut les mettre dans un microscope confocal, on peut imaginer de les mettre facilement dans une boîte noire et d'essayer de regarder un peu si on retrouve ces phénomènes de luminescence dans les microsystèmes cavitants. Alors, le premier circuit qui a été testé, c'était toujours le même circuit du microdiaphragme sur lequel on avait mesuré les effets thermodynamiques peu de temps avant. Et donc, c'est une manip qui a été faite toujours chez nos collègues de Lyon, où ils ont mis ça dans une espèce de boîte noire, ils ont mis un photomultiplicateur un peu au-dessus, et ils ont regardé en régime cavitant si on voyait quelque chose. Donc, les conditions, c'était, ça vous donne aussi l'ordre de grandeur des débits que l'on a. Si on applique une différence de pression de 10 bars, on a un débit de un peu plus d'1 litre par heure, 380 microlitres par seconde. On est dans un régime cavitant avec une vitesse débitante moyenne dans le diaphragme de l'ordre de 36 mètres par seconde ou 36 micromètres par microseconde.
Alors, nos collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient fait un système de comptage de photons et ils ont regardé entre un régime cavitant, lorsqu'on fait couler le liquide, puis quand on arrête, puis quand on fait couler, puis quand on arrête. Et objectivement, il faut avoir de la bonne volonté pour dire qu'en effet, il y a un petit quelque chose quand ça cavite par rapport au fait que ça ne cavite pas, mais de là à dire qu'on a mis en évidence des effets d'hydroluminescence, ces résultats n'étaient pas convaincants. C'est vrai qu'on travaillait avec un débit de 380 microlitres par seconde avec une cavitation par frottement, par tourbillon créé par le frottement à la sortie du diaphragme. Alors ensuite, de notre côté, à Grenoble, on a repris l'expérience avec une autre géométrie, la géométrie dite de la micromarche. Je vous passe un film sur un canal avec une micromarche transparente vue de dessus. Donc j'ai repris la photo MEB qui avait en début d'exposé, je l'ai retournée, donc c'est ça, hein. Donc c'est dans un substrat en silicium qui a été gravé et on a laissé une marge, donc on a un petit gap de quelques dizaines de microns ici et l'avantage c'est que on peut faire de la cavitation avec un canal relativement large, ce qui permet de travailler avec des débits plus forts, hein. Souvenez-vous, tout à l'heure dans le cas du micro-diaphragme, on est de l'ordre de 1,4 litres par heure. Là, ici, avec un delta P, une différence de pression de 5 bars, on a un débit 10 fois plus important. Donc, on se dit que si on a, si on a un débit 10 fois plus important, 10 fois plus de poches de vapeur, on aura peut-être la chance de voir des choses en plus. Donc, le système est dans une boîte noire, un photomultiplicateur avec un diamètre de sonde de 8 mm qui est vraiment collé au plus près. On peut faire bouger la distance parce qu'évidemment, on va vérifier, pour vérifier le bien fondé des résultats que l'on va trouver, on va calculer un peu l'angle solide et en éloignant le photomultiplicateur, voir si la diminution du signal est cohérente pour être sûr de ce que l'on mesure. Alors, qu'est-ce que l'on mesure? Bah déjà, quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas d'écoulement, on a des signaux résiduels. Alors on est content parce qu'on arrive à détecter chacun de ces pics, c'est l'arrivée d'un photon de rayonnement cosmique. On a un signal résiduel très faible qui permet de distinguer un nombre discret de photons. Ensuite, quand on met l'écoulement, mais en régime monophasique, à basse pression, on a uniquement un écoulement liquide, il n'y a pas une grosse différence sur le nombre de photons résiduels. Et à peu près 20 événements par seconde. Là où ça va devenir intéressant, c'est lorsque l'on commence à faire cavité et on voit tout de suite un changement de signal. Bon, là, on est en régime déjà fortement cavitant, hein. La cavitation se déclenchait à 5 bars, là, on est à 9 bars. Et on voit tout de suite une très nette différence. Il y a création de lumière et cette création de lumière est associée au régime d'écoulement cavitant. Parce que par ailleurs, on a aussi un micro qui est collé sur l'échantillon et on mesure le bruit de cavitation. Donc une corrélation indiscutable entre la cavitation et l'émission de lumière, ce que l'on n'avait pas vu de façon nette avec la géométrie du micro-diaphragme. Alors, qu'est-ce que l'on trace? Alors, on vérifie que c'est vraiment physiquement sérieux, hein. Quand on éloigne le photomultiplicateur, ben, on éloigne le nombre d'événements comptés. Donc, tout ça est cohérent vis-à-vis de la distance. Et on s'est amusé à faire caviter donc, de l'eau déionisée, mais saturée en air, et de l'eau dégazée. Et on mesure le taux de dégazage en mesurant avec un oxymètre classique le taux d'oxygène résiduel. Et on voit déjà qu'il y a une différence dans ce qui concerne le nombre de photons enregistrés par seconde, donc normalisé sur tout l'échantillon. Une augmentation quand même entre les résultats lorsque, donc, avec de l'air et de l'eau dégazée. Et ensuite, mais ça on l'a fait uniquement pour un seul débit, juste après l'arrivée de la cavitation, on avait d'abord fait saturer le litre d'eau qui a été testé par des gaz rares, d'abord avec de l'argon et ensuite avec du xénon. Et là encore, on a une démonstration que la présence de gaz rares dissous dans le liquide va favoriser, va multiplier ce phénomène de luminescence. Donc,
ça va dans l'explication connue que le rôle de la luminescence est piloté par le rôle des gaz rares. Il y a aussi que les molécules polyatomiques qui resteraient présentes dans la bulle de cavitation avant son implosion finale, avant sa condensation, jouent un peu le rôle d'amortisseur, en anglais ce qu'on appelle le quenching, donc ça freinerait l'implosion de la bulle, ce qui explique que quand le liquide est dégazé, l'implosion de la bulle est plus violente et on obtient comme ça aussi plus de lumière, même s'il y a moins de gaz rares présents à cause du dégazage. Par contre, on n'a pas pu mettre en évidence une relation simple entre le nombre de photons et le phénomène de cavitation. On remarque qu'il y a quand même une forte progression juste après l'émergence de la cavitation. On est en échelle log-log, hein, attention, et une sorte de stabilisation, ça se calme une fois que le régime cavitant est établi. Et ça, on l'expliquerait par le fait que la lumière est favorisée par l'implosion de bulles sphériques. Quand on est au début de la cavitation, on a peut-être des bulles sphériques isolées. Et ensuite, quand on augmente le débit, quand on augmente le régime diphasique cavitant, ces bulles s'agglomèrent pour former des espèces de poches de vapeur dont l'implosion est plus ou moins compliquée et ne favoriserait pas une augmentation aussi rapide de l'hydroluminescence comme celle que l'on observe au tout début du phénomène de cavitation. Donc voilà pour cette partie un peu hydroluminescence, où on a retrouvé un peu des conclusions générales, le rôle des gaz rares et le rôle du dégazage dans l'implosion des bulles. Alors après avoir fait cette étape de luminescence, la question suivante que l'on s'est posée, c'est au sujet de la production de radicaux hydroxyles, puisque évidemment c'est ce qui est à l'origine de la sonochimie. On sait en cavitation acoustique que l'implosion des bulles va casser des molécules d'H2O, produire le radical hydroxyle. En ce qui concerne la cavitation hydrodynamique, ces aspects chimiques n'étaient, à ma connaissance, pas très bien maîtrisés. Je sais qu'il y avait beaucoup d'articles qui sont sortis en Inde là-dessus, mais qui abordaient le problème de façon peut-être un peu trop boîte noire. On met un liquide pollué, on fait cavité, on mesure à la sortie, et puis voilà, c'était un peu un catalogue d'événements, mais il n'y avait peut-être pas d'études amont assez poussées là-dessus. Et on a fait le choix, nous, de regarder non pas ça, l'aspect directement non pas regarder directement des conséquences des aspects appliqués, mais d'essayer d'en savoir un peu plus et de se répondre à deux questions. Est-ce que oui ou non, la cavitation hydrodynamique qui n'est pas pilotée par une onde acoustique à une certaine fréquence, qui est un peu aléatoire, est-ce que oui ou non, la cavitation hydrodynamique produit des radicaux hydroxyles? Et si oui, est-ce que l'on peut essayer d'en faire une analyse quantitative au-delà d'une simple analyse qualitative? Alors, des articles sur des mesures sur la démonstration effective de la présence de radicaux hydroxyles dans la cavitation hydrodynamique, il y en a encore moins que des articles qui sont relatifs à la cavitation acoustique. Le seul article que l'on a trouvé, c'était justement en essayant de nous appuyer sur un liquide que vous devez bien connaître, qui est le luminol, puisque le luminol avait été utilisé il y a une trentaine d'années comme démonstrateur faire une cartographie dans un réacteur de cavitation acoustique pour voir où se situent les zones les plus intenses de cavitation, les zones de production de radicalaire les plus intenses via la luminescence du luminol. Et on s'est dit, ce qui a été fait en cavitation acoustique, ça a dû être fait en cavitation hydrodynamique. En fait, non, le seul article que l'on a trouvé, il est sorti peu de temps au moment où on s'était lancé dans ce projet, c'est des Allemands qui, eux, ont fait de la cavitation hydrodynamique, mais dans un homogénéiseur à très haute pression, mais qui sont restés sur l'aspect purement qualitatif et qui ont vu qu'il y avait de la lumière, en effet, émise quand ils faisaient cavité du luminol. Donc, vous avez compris, l'idée, c'est de se dire, puisqu'on a des microsystèmes qui cavitent, on comprend un peu la physique de la cavitation et surtout, on travaille avec des débits très faibles qui ne dépassent pas 10 litres par heure. On n'a pas besoin de produire des tonnes et des tonnes de luminol en solution aqueuse. On va faire caviter du luminol.
Alors là encore, première série de mesures ont été faites à Lyon à l'ILM, où on a repris les microdiaphragmes qui n'avaient rien montré de convaincant en ce qui concernait l'hydroluminescence. Par contre, quand on a fait cavité du luminol dans ces microdiaphragmes, là, il y a eu de la lumière. Donc, bon, ça, c'est des valeurs normalisées, mais il faut bien voir que ça, c'est le taux de photons mesuré, hein. On n'a pas des valeurs vraiment fixes, il y a une certaine répartition, mais pour différentes pressions, dans un régime cavitant, 7 bars, 8 bars, 9 bars, 10 bars, on voit qu'on a une augmentation du nombre de photons par seconde qui sont créés. Là, on a vraiment de la lumière de façon très nette, beaucoup plus nette que lorsque on est dans le bruit résiduel dans un régime non cavitant. Alors, comment interpréter ces résultats? L'avantage, c'est que cette campagne d'essai, on a pu caractériser 3 diaphragmes. C'est toujours des microdiaphragmes, mais ils ont des propriétés géométriques différentes. Ils n'ont pas la même largeur, ils n'ont pas la même longueur. Alors, chacun de ces diaphragmes cavite au-dessus d'un débit cavitant critique qui lui est propre. Et l'évolution du nombre de photons par seconde dépend un peu de ce débit et de ce débit cavitant. Et le seul point commun qu'on a réussi à mettre en évidence, c'est quand on trace l'émission de lumière en fonction non pas du débit, mais de la différence par rapport au débit cavitant. Donc attention, dans cette abscisse, le débit cavitant n'est pas le même pour chacun des 3 diaphragmes. Il y a quand même des différences assez notables. Et on arrive à une évolution à peu près linéaire de l'émission de photons. Donc attention, ça c'est pas de la lumière d'hydroluminescence, c'est de réaction chimique. Une évolution linéaire, à peu près linéaire, avec le débit, pour des solutions de luminol classiques, hein, enfin, faites avec 1 millimol de luminol par litre. Donc ça, c'est les premiers résultats qui ont été publiés il y a déjà 3 ans, et on a voulu essayer de poursuivre en regardant une autre géométrie, puisque, pour résumer, avec le diaphragme, on a de la lumière par chimiluminescence, on n'a quasiment pas de lumière en hydroluminescence. Avec les micro-marches, on a beaucoup de lumière en hydroluminescence, donc évidemment, en chimiluminescence, on s'attend à avoir plus de choses. Alors, avant de passer aux micro-marches, une estimation un peu de la production de radicaux OH. Donc, si je me mets dans les conditions les plus optimales, quand ici on avait à peu près 183 photons par seconde, on calcule que c'est en fait 75 000 captés par le capteur. Ça veut dire qu'avec l'angle solide correspondant, ça correspond à 75 000 photons émis par seconde. Il faut tenir compte du rendement du photomultiplicateur, de l'efficacité quantique de la luminescence du luminol, de tout un tas d'autres choses. Toujours est-il qu'on est arrivé à une estimation de l'ordre de 6 puissance 6 radicaux H par seconde, ou en exprimant en fonction du débit par litre, d'à peu près 10 puissance 10 radicaux H par litre pour un système qui a une puissance hydraulique très faible de 0,4 kW. Alors là encore, attention, 10 puissance 10, ça paraît beaucoup, mais une mole, c'est 10 puissance 23 constituants. Si on parle en nombre de moles, on est à 10 puissance moins 13 moles par litre, ça reste quand même très faible. Si on compare par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature, j'avais trouvé que Susslik et Didenko, il y a une vingtaine d'années, ils avaient estimé la production de radicaux OH en cavitation acoustique dans un système de sonoluminescence à bulle unique à 52 kHz, et ils avaient trouvé 600 000 radicaux produits par cycle, ce qui correspond déjà à 3 puissance 10 radicaux par seconde. Alors attention, ils avaient fait leur calcul par dosimétrie en utilisant la fluorescence du terephthalate. La seule autre référence, Aroro et ses compagnons en 2007, eux, c'est en cavitation hydrodynamique par une dosimétrie en acide salicylique, où ils ont trouvé un taux plus élevé de 10 puissance 16, mais on ne connaît pas leur débit. Je n'ai pas réussi à trouver leur débit dans leur publication. Ils présentent ça en radicaux par litre par minute. Donc, on a du mal à faire la comparaison par rapport à des radicaux par litre. Mais on a aussi un taux plus élevé, sachant qu'on a une pompe. Ils font circuler leur liquide avec une pompe centrifuge dans laquelle il peut aussi y avoir de la cavitation. Donc,
On reparlera un peu de ces comparaisons, de cette façon de paramétrer la production de radicaux OH tout à l'heure. Donc voilà, la question qu'on se dit, c'est est-ce que ce n'est pas le rôle de la fraction de vapeur qui joue dans le phénomène de chimiluminescence, donc dans le rôle de production de radicaux OH, puisqu'on voit que c'est sensible à la différence entre le débit par rapport au débit cavitant. Alors, d'autres manips sympas qui ont été faites, c'était un peu le concentré de tout le savoir-faire technologique que l'on avait acquis à Lyon. On a essayé de voir où se produisait cette chimiluminescence, parce qu'avec le photomultiplicateur, on capte un signal global. Donc là, on a remis le système de microscopie confocale en marche et je vous présente un peu tous les résultats que l'on peut obtenir là-dessus. C'est la géométrie, donc toujours du microdiaphragme. Souvenez-vous, quand je vous avais parlé des effets thermodynamiques, je vous ai dit les nanoparticules thermofluorescentes mises dans l'eau permettent de faire une cartographie du taux de vide en fonction de l'intensité. C'est ce qu'on trouve ici sur les images de gauche. Vous avez un taux de vide avec, on voit bien les phases de vapeur pour différentes pressions qui sont relativement bien identifiées. Là-dessus, on a mis aussi des images optiques faites par ombroscopie où l'on voit les zones grises sont les nuages de vapeur. Et par-dessus cette image, on est allé remettre un peu une image de chimiluminescente faite par le PMT qui se promène le long de l'échantillon. Alors, évidemment, cette image déborde du cadre du microcanal parce que même si la lumière, on mesure de la lumière à l'extérieur du microcanal, il y a des photons qui arrivent un peu sur les côtés et qui donnent du signal. Donc, il faut imaginer que cette cartographie de couleur à droite soit un peu réduite pour la remettre au niveau du canal. Et quand on fait un peu ce travail, on constate que les zones où il y a le plus de chimiluminescence sont un peu les zones qui arrivent un peu en fin de zone de cavitation. C'est vraiment en aval des grosses poches de vapeur que l'on détecte le plus d'activité chimique. Et ça, c'était aussi intéressant parce qu'on a pu, aux incertitudes de mesure près, faire des mesures locales de la zone où avait lieu la plus grande émission de lumière, donc la plus grande zone de réaction chimique. Alors après avoir regardé ces microdiaphragmes, donc le profil de la micromarge, donc qui est vu ici par-dessus, je vous remets un peu un film d'un écoulement un peu caractéristique, avec des canaux de plus grande largeur, donc de plus grand débit. Qu'est-ce que l'on a fait, qu'est-ce que l'on a observé quand on a fait caviter le luminol? Donc je vous remets un peu les images enregistrées ici, quand c'est un écoulement en phase liquide, quelques photons résiduels. J'ai repris l'image que je vous avais montrée tout à l'heure quand on fait de la luminescence avec de l'eau comme fluide de travail. Et quand on met du luminol, on voit quand même déjà à l'œil qu'on a vraiment beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de signal. La luminescence est beaucoup plus forte que la simple hydroluminescence. Et donc là encore, on vérifie le sérieux des résultats en éloignant le photomultiplicateur. C'est bien, plus on s'éloigne, moins il y a de lumière. Et on trace le nombre d'événements par seconde, le nombre de photons par seconde captés en fonction du débit. Et sur cette courbe un peu générale, j'ai pris donc les phénomènes avec le luminol, là encore du luminol classique et du luminol qui a été dégazé. Et on compare avec ce que l'on avait mesuré, les phénomènes d'hydroluminescence mesurés par l'eau tout à l'heure. Donc évidemment, ce n'est pas la même physique, mais on a beaucoup plus d'intensité lumineuse. Et on remarque qu'on a une différence aussi entre le fait de faire caviter du luminol classique et le fait de faire caviter une solution aqueuse de luminol qui a été dégazée. Et cette différence de lumière ne s'explique pas par les simples phénomènes d'hydroluminescence. L'hydroluminescence ne permet pas d'expliquer cette augmentation du nombre d'événements. Autre chose, on a une évolution linéaire des photons avec le débit d'écoulement. Alors, moi, ce que j'avais retenu des phénomènes de production de radicaux OH, en regardant un peu la littérature, c'était que
une bulle sphérique avait tendance peut-être à créer beaucoup de lumière et beaucoup de radicaux H, mais ces malheureux radicaux H n'avaient pas le temps de sortir à l'extérieur pour réagir, et qu'on avait remarqué, certains auteurs avaient remarqué qu'on avait une meilleure diffusion de ces radicaux dans le liquide si la bulle était un peu biscornue, si elle explosait de façon un peu tordue. Hein. J'ai le souvenir d'un article de sonoluminescence à bulle unique de Luminol, où des auteurs avaient remarqué que quand la bulle était un peu c'était pas une belle implosion sphérique, on avait une meilleure production de radicaux H. Donc là, on a une évolution linéaire, ce qui voudrait dire que peut-être, en effet, en cavitation hydrodynamique, le fait d'avoir un peu des poches de vapeur qui implosent un peu n'importe comment fait qu'on a une augmentation de l'activité proportionnelle à l'augmentation du débit. Et le phénomène de dégazage irait dans le sens qu'il y a aussi un phénomène de quenching dû à des molécules non condensables présentes qui seraient moins présentes en présence d'un liquide dégazé. Donc ça, c'est ce bilan, cette comparaison entre phénomènes d'hydroluminescence et de chimiluminescence est très récente. Hein. On a sorti un article au début de cette année. Alors là encore, oui, moi j'en arrive vers la fin. Là encore, comment calculer le nombre de radicaux? Toujours la même méthode. Hein. À partir d'un photon, on tient compte de la transmission à travers le Pyrex, de l'efficacité quantique du PMT, du fait que des photons sont réfléchis ou pas. Bon, je ne parierai pas un mois de mon salaire sur le résultat qu'on annonce, mais on estime à peu près un photon correspond réellement à plus de 260 réactions avec le radical hydroxyle, ce qui nous donne une production un peu plus élevée qu'avec le microdiaphragme, mais toujours de l'ordre de 10 puissance 10 radicaux par litre. Mais la question que je me pose, parce qu'il y a des articles intéressants aussi que j'ai découverts relativement récemment, de collègues qui travaillent sur la radiolyse de l'eau, des gens de Saclay et de Caen, où ils envoient là vraiment des ions très énergétiques dans de l'eau et ils regardent les produits de réaction. Et ils s'intéressent aussi aux productions de radicaux. Et pour eux, la réaction chimique, moi je ne suis pas chimiste pour dessous, mais la réaction chimique du luminol, il y a de la lumière, il faut qu'il y ait réaction avec deux types de radicaux, le radical OH et aussi le superanion O2-. Et donc, quand l'un de ces deux radicaux vient à manquer, la luminescence s'arrête. Alors, s'il y a moins de radicaux OH que de radicaux O2-, la lumière est directement liée au nombre de radicaux hydroxyles. Par contre, si on est dans une autre situation, si la réaction s'arrête faute de radicaux anions-, les chiffres que l'on donne ne sont pas précis sur la réelle quantité de production de radicaux H. Et ça aussi, hein, le rôle du superanion O2- intervient, je crois, aussi dans les dosimétries faites par Didenko et Susslik, ce qui fait que je ne sais pas si ces méthodes permettent vraiment de connaître le nombre de radicaux H, ou au moins on peut faire une estimation à minima. Voilà. On peut dire que l'on a démontré la présence de radicaux OH, parce que s'il n'y avait pas de OH, il n'y aurait pas de chimiluminescence. De là à tirer des conclusions définitives sur des valeurs quantitatives, c'est plus ambigu. Donc, on arrive vers la fin. Sur les perspectives, j'ai fait une liste un peu de quelques questions sans réponse, ce que j'appelle le mystère de l'éthanol. Pourquoi? Parce que Pélès, il y a une quinzaine d'années, ils avaient observé un certain délai pour le déclenchement de la cavitation quand on fait caviter de l'éthanol, ce que l'on a observé nous aussi. Alors Pélès disait que la surface de tension de l'éthanol est plus petite, ce qui va dans le mauvais sens, ça devrait favoriser une croissance plus rapide des bulles de cavitation, mais qu'avec des liquides à faible tension de surface, le rayon des germes étaient des bulles résiduels étaient plus petits, donc il fallait aller chercher la bulle un peu plus loin. Nous, on n'est pas forcément d'accord parce qu'on a fait aussi caviter d'autres solvants qui ont de faibles surfaces de tension, hein, du butanol, de l'éther, et on n'a pas observé ce retard au démarrage de la cavitation pour l'éthanol. Autre question ouverte, l'absence d'érosion sur les parois, ça concerne plutôt les gens qui font de l'hydrodynamique macroscopique, qui s'intéressent au phénomène d'érosion. Aucun des acteurs qui ont travaillé avec de la cavitation sur puce ont observé de phénomène d'érosion. Donc la question, c'est quel est le paramètre critique qui fait qu'on aura de l'érosion ou pas.
Peut-être que c'est la vitesse débitante moyenne, on travaille avec 30 mètres par seconde, alors qu'en macroscopique, ils sont peut-être plus souvent à 50-60 mètres par seconde. Autre question, bah, vous avez vu, je vous ai présenté des résultats avec des diaphragmes, avec des micro-marches, des micro-diaphragmes. La question, c'est le Venturi. Je vous avais montré quelques films en tout début où il y a de la cavitation par poche, où c'est le système où on peut trouver une fréquence, parce que pour les autres systèmes, c'est dur de faire apparaître spontanément une fréquence. Ben, tous les travaux de luminescence et de chimie-luminescence, on souhaite les poursuivre avec des micro-Venturi pour terminer un peu ce panorama. Et enfin, une autre idée, c'est de regarder les effets des champs magnétiques intenses sur tous ces phénomènes. Si j'ai trouvé, moi, 2 publications où des gens se sont intéressés à la sonoluminescence en présence de champs magnétiques intenses. Une, c'est une publi de principe, et la seule publi expérimentale, c'est Young, il y a plus de 20 ans, où ils avaient observé un diagramme de phase entre l'apparition de la sonoluminescence acoustique à bulle unique et sa disparition, et la présence d'un champ magnétique écarté la zone de pression sur laquelle on pouvait conserver le phénomène de sonoluminescence, avec comme hypothèse que les champs magnétiques ou les gradients de champs magnétiques peuvent déformer la paroi liquide de vapeur et donc avoir un rôle sur la physique de l'implosion d'une bulle. Nous, l'idée, c'est qu'avec nos laboratoires sur puce, on peut très facilement faire par dépôt électrolytique des microbobines de rayons de courbure très faibles et donc d'appliquer des champs magnétiques et des gradients de champs magnétiques intenses sur l'écoulement et de refaire un peu toutes ces campagnes de mesure pour voir si un champ magnétique intense va influencer l'hydroluminescence ou la chimie-luminescence. Voilà, alors que, bon, d'autres idées, la cavitation acoustique sur puce, évidemment, nos microsystèmes, si on les fait caviter de façon acoustique, est-ce qu'il y aura plus ou moins de lumière? Voilà, ce sera intéressant. Une question que je me pose aussi récemment, c'est quid de la production d'hydrogène dans les phénomènes d'implosion de bulles, puisque H2O se coupe en H et en OH. Quelle est la proportion de réactions de recombinaison pour former de l'hydrogène, puisque c'est un peu un sujet à la mode. Voilà, et puis, je vous l'ai dit, nous, on est physiciens, on n'est pas chimistes. L'intérêt du GDR pour nous, c'est d'être en contact avec des gens qui pourraient nous apporter de nouvelles idées, de nouveaux fluides à faire caviter pour essayer de progresser dans ce domaine.